deuxième conférence de ce cycle prévision, planification et aide à la décision. On va changer de secteur. On était dans la grande distribution. Là, on arrive dans l'aéronautique, un secteur qui a à faire face aussi à des productions à la fois quelquefois en grand décollage et puis quelquefois un petit peu en dents de scie, on va dire. Et c'est peut-être justement là où une approche tirée par la demande et demande-driven trouve tout son sens. Donc on va aborder le sujet avec Hutchinson Aerospace Defense and Industry. Et donc la stratégie supply chain et la mise en œuvre d'EDMRP avec des outils de demand-driven technologies. Nos trois intervenants sont Antonio Ferreira, qui est Supply Chain Project Manager de la division ADI. Alors si je comprends bien, c'est la division qui traite de tout sauf de l'automobile chez Hutchinson. Et puis Luca Cicchiello, qui est Corporate VP Supply Chain chez Hutchinson. Et puis nous avons aussi, on ne présente quasiment plus, non mais Bernard Milian, le directeur Europe de Demand Driven Technologies, qui justement a accompagné Hutchinson dans ce projet d'EDMRP. Messieurs, c'est à vous. Bonjour, merci d'être intervenu. Je vais commencer avec une présentation du groupe Hutchinson. Donc, Hutchinson a été fondé en 1853 par Hiram Hutchinson. C'est une multinationale française. Et Hiram, qui est venu des États-Unis, et il a demandé à Gustave Eiffel de construire le premier site à Montargis. Et aujourd'hui, c'est un musée, centre de recherche et centre de formation du groupe. Et comme vous voyez tout de suite, vu qu'aujourd'hui on va parler plutôt de ADI, donc de l'activité aérospace et défense, il s'est tout de suite spécialisé de l'utilisation du caoutchouc et de matières plastiques dans l'aéro et dans des solutions aérospatiales. Aujourd'hui, le groupe Hutchinson il est divisé en 5 activités. Une partie anti-vibration belt drive system, la partie body sealing system, la partie precision sealing system et une activité de fluid management system, qui sont pour la plupart en charge de produire des produits pour l'automotive. Et après, on a une activité qui c'est l'ADI, l'aérospace et défense, qui c'est plutôt sur les matériaux, qui va inclure toute la partie matériel et structure. Donc 5 expertises et 4 marchés en particulier. Donc, la ADI, qui représente 30% de notre revenu, s'occupe de la partie aérospace, défense et industrie. Aujourd'hui, le groupe Hutchinson il a un footprint presque sur tous les continents, avec une centaine de sites d'industrie et 27 centres de recherche, avec un chiffre d'affaires de presque 4 milliards d'euros. Ça, c'est un fait important. Comme vous voyez, dans les derniers 40 ans, la croissance d'Hutchinson s'était plutôt constituée d'une succession d'acquisitions, ce qui a apporté aujourd'hui jusqu'à 4-5 ans, avec des procès, en particulier dans la supply chain, très particuliers, très différents d'un site à l'autre. Et donc, c'est pour ça que ça fait 4-5 ans qu'on a commencé cette démarche d'unification des procès supply chain. Donc, la démarche, il a commencé bien sûr côté organisation et moi particulièrement en charge des procès et des standards du groupe Hutchinson. On a tout de suite mis le focus sur un seul procès, un seul standard, un seul outil pour gérer le procès supply chain sur tous les sites du groupe. On a un bug, je crois. On a joué avec les télécommandes, c'est toujours difficile. Là, c'est un peu le périmètre de tous les process supply chain qu'on a harmonisé. Vous voyez, il y a une partie dédiée au demand planning, donc demand management, SNOP et MPS, c'est plutôt un leveling hebdomadaire des niveaux de production. On a en vert, vous pouvez voir
une identification des targets de stock. Et après, ce qu'on va se concentrer dans l'exemple d'aujourd'hui, on a eu une partie de gestion des opérations sur le terrain, un pull system, et aussi tous les appros qu'on a commencé à mettre en place en fonction de flux tirés lissés. Et on ira parler comme le DDMRP aujourd'hui va bien s'épouser avec cette vision Hutchinson. Donc, en bref, pourquoi on est arrivé aujourd'hui à tester et avoir les premiers résultats avec l'implémentation des méthodologies DDMRP. Aujourd'hui, encore, à Hutchinson, on est lié à une méthodologie qu'on appelle segmentation. Et en bref, on va vous expliquer d'où vient notre problème sur la gestion de stock, de cache. Donc, on va vous faire voir les 3 facteurs qui nous importent les problèmes d'aujourd'hui. Surtout, côté aérospace et défense, on a des longues lead times de production. Ça veut dire que si dans l'exemple, on a un throughput time de 8 semaines, nous, on est forcé, pour savoir qu'est-ce qu'on va acheter chez nos fournisseurs, on est forcé à regarder à 8 semaines dans le futur. Et donc, on va ajouter ce qui c'est la variabilité de notre forecast qui va directement impacter notre décision côté achat et organisation de la production. Et après, il y a un 3e facteur, parce que nous, on utilise encore une méthodologie MRP avec tous les paramètres qu'il y a dans l'RP. Le plus commun, c'est l'effet coup de fouet. Donc, si il faut produire 10 pièces, tous les paramètres, les minimum low, les taux de scrap, ils importent. Après, on a les achats qui l'ont acheté les 1 pièce à 1 centime à moins, mais il faut acheter 1000 pièces tout d'un coup. Et donc, on arrive à cette situation qu'on va multiplier par 100 les besoins de matières premières respect ce qu'il faut acheter. Et après, qu'est-ce qui s'arrive? C'est le client, il va canceller l'ordre. C'est que nous, on se trouve dans le tuyau, dans notre procès, toutes des matières, des opérations qui n'étaient pas nécessaires d'acheter et de ne pas cesser de produire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour limiter les dégâts de ce procès? Mais nous, on a cette méthodologie qui s'appelle segmentation. Donc, on va calculer dans notre usine quelles sont les variabilités et les contraintes pour identifier un stock de sécurité. Après, on prend le minimum lot, on le coupe en 2 et on va identifier ce qui est notre target de stock. Et donc, une fois qu'on a passé du temps à mettre à jour notre target et on a acheté notre composant selon une méthodologie MRP, on va se retrouver, la plupart des cas, avec un excès de stock. Et donc, nous, on va comparer une fois par mois, une fois chaque 2 semaines, le niveau du stock avec nos targets, avec notre méthodologie de segmentation. On va faire des meetings qu'on appelle inventory meeting, où on va identifier les root causes de cet excès ou du shortage. On va mettre en place un action plan. Et après, une fois qu'on a identifié les corrections à faire, on va manuellement dans l'IRP à modifier tous les releases, à modifier tous les plans de production pour entrer dans notre segment. Donc, on réagit toujours après que les problèmes sont arrivés. Et on réagit toujours après le moment qu'on a fait le travail. Donc, nous, qu'est-ce que ça arrive à ce point-là? On arrive en théorie, avec la méthodologie MRP, on va se retrouver avec ou des shortages ou des excès, et on bascule toujours entre les 2 situations. Et notre matériel planner, qu'est-ce qu'on fait? Quand ils vont arrêter la ligne de production, ils vont se brûler, beaucoup plus si on a des accès. Et donc, il y a cette behavior, cette tendance à se protéger. Et donc, qu'est-ce que ça arrive en réalité? C'est que dans le 100% de toutes nos réalités, sur tous nos sites, on se trouve avec des excès de stock chroniques qu'il faut chercher de nettoyer, de compenser avec des actions manuelles tous les semaines avec notre méthodologie. Nous, on veut arrêter ça. Et donc, on a commencé cette démarche pour regarder dans notre système comment on peut faire pour améliorer les choses. Et donc, avec la méthodologie de DMRP, on a attaqué ces 3 facteurs. En premier, la forecast variability, parce que, on va voir après, la méthodologie de DMRP, il s'appuie seulement sur la demande qualifiée. Et après, on va réduire le lead time parce que si on prend l'horizon de notre demande qualifiée, on va en arrière à positionner un premier buffer
à la même distance, dans ce cas, 2 semaines, d'une façon qui, toutes les fois qu'on va recevoir de la demande, nous, c'est juste un flow, on a tout ce qu'on a nécessaire pour produire, et un FIFO, avec un flow, on va faire la dernière partie de notre production, on va livrer le client toujours au temps. Pour ce qui concerne les phases en avance, toujours en utilisant la demande qualifiée, on va dimensionner les buffers. Et donc, on va éliminer dans cette façon tout le procès de création de demandes dépendantes, de besoins dépendants, qui dans le code, dans la méthodologie de développement, ils vont être éliminés parce que tous les calculs et les algorithmes ils vont se baser uniquement sur la demande qualifiée. Et donc, en bref, au lieu de faire mon travail et réagir a posteriori pour corriger ce qui ne va pas, la méthodologie de DMRP, il nous permet de travailler d'une façon proactive. Et donc, une fois que je vais identifier mes buffers avec mes ors verts, jaunes et rouges, c'est en conséquence de mon calcul de buffers, donc de matière que j'ai dans mon flow, que je vais après déclencher des ordres de production et déclencher des ordres de réapprovisionnement, d'une façon que je vais beaucoup mieux réagir et contrôler mes niveaux de stock. Et après, l'avantage qu'au lieu d'analyser et réagir une fois par semaine, une fois par mois, toutes les données, ils sont traités jour par jour, en temps réel, et on n'a pas plus besoin de faire des inventory meetings parce que toutes les actions sont faites en avance. Et le fait qu'on va utiliser une analyse de la variabilité de demande, on peut aussi, dans le moyen terme, aller dimensionner la projection des bas sphères pour anticiper ce qui ça peut arriver. Donc, en bref, je vais laisser la parole à mon collègue Antonio qui va plus entrer dans les détails dans le pilote qu'on a fait. Oui. Merci Luca. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais vous parler plutôt de la partie projet qu'on a déployé. Je salue au passage, je suis aussi maître de conférence associé à l'Université de Reims. Donc, s'il y a des étudiants également de master, je les salue. Alors, je vais aller directement au slide sur le projet mission. Et on va commencer par le Covid. Donc, 2020, comme vous le savez, en pleine problématique sur le Covid, les sociétés ont été confrontées à des difficultés, bien sûr, de ne pas pouvoir livrer. En même temps, vous avez des fournisseurs qui devaient vous livrer leurs produits. On a mis en place la segmentation des stocks, c'est un petit peu ce qu'a introduit Luca précédemment. Et grâce à ces outils qu'on a déployés sur 17 usines, l'activité Aerospace Défense Industrie, c'est 32 usines industrielles. Et à l'intérieur de ça, la première année en urgence, sur les 17 usines qu'on a déployées, on a réussi à maîtriser et contrôler nos stocks et les baisser d'environ 47 millions d'euros entre le mois de, on va dire, avril jusqu'à décembre. À l'issue de ce succès, on s'est quand même renseigné sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin, faire mieux, et d'où l'idée du DMRP. Donc on a commencé tout simplement avec un benchmark. On a regardé un petit peu ce qui se faisait. On est tombé sur les photos, enfin les vidéos, si vous avez sur Internet, d'Agilea, de Figeac Aero. Déjà à l'époque, les rois de la supply chain, je me rappelle bien. Et finalement, on a développé le concept en finançant ce qu'on appelle une masterclass. C'est une journée de formation où un spécialiste est venu nous expliquer la formation, enfin en tout cas ce qu'était le DDMRP. Et autour de la table, on a invité tout simplement des patrons supply, patrons lean manufacturing. Convaincu de la méthode, on a cherché un associé pour pouvoir faire un proof of concept. Donc Bernard, ici présent. Alors on aurait pu signer avec d'autres, on a eu la chance de signer avec Bernard. Et ça s'est très bien passé. Et une fois qu'on a contractualisé le POC, au mois de mai, on a initié la méthode. Donc on a choisi un site, un petit site à Lévignan, 100% aéronautique, sur lequel ils représentaient assez bien finalement les problématiques que l'on avait sur les autres entités. C'est des sites quand même s'ils sont assez petits, on parle de 10 000 références exploitées en termes de matières premières, 10 000 produits finis, 1200 OF en fonctionnement normal. Alors, le kick-off s'est fait au fin mai. Très rapidement, on a déployé à la fois les formations auprès des équipes de supply. Je sous-entends par là, c'est plutôt la planification et l'ordonnancement qui étaient ciblés. Et il y a une petite vidéo derrière qui va vous montrer un petit peu les 5 phases d'un déploiement d'un projet DDMRP. Et quoi qu'il en soit, suite à cette phase-là,
On a été rapide, enfin, je pense qu'on a été assez rapide. En tout cas, on a réussi à faire un premier go live pour toute la partie approvisionnement dès le début octobre. Et derrière a suivi la partie lancement d'OF. Alors, j'en parle tout de suite parce que lorsqu'on parle de projet, c'est intéressant quand même de faire un petit rétexte. Comme d'habitude, n'oubliez jamais l'aspect humain. Donc, on a misé, d'ailleurs, c'est quelqu'un du Master 2 logistique de Reims qui est venu renforcer les équipes projet. Il y a bien sûr un chef de projet qui était responsable supply chain sur lequel la moitié de son temps a été exploité pour le projet et toutes les équipes à 20% de leur temps. Une fois qu'on a dit ça, on a eu tout un tas de difficultés, donc c'est toujours intéressant d'avoir avec soi quelqu'un des méthodes. Ça sera redit dans la vidéo. Et puis bien sûr, lorsqu'on déploie un projet DDMRP, il faut bien savoir que vous avez des flux existants, vous avez ce qu'on appelle les points de découplage et parfois les stocks ne sont pas forcément à l'endroit où on a de la place. Et ça serait pourtant intéressant stratégiquement de les positionner à ce niveau-là. Donc il faut aussi prévoir à adapter un petit peu ces flux physiques. Bon, je pense qu'on va passer directement à la vidéo. Alors si ça marche bien, elle va se mettre en route. Et comme ça ne marche jamais comme il faut. Le DDMRP, c'est une méthode de planification qui permet de piloter la supply chain par la demande client. Nous avons décidé de déployer la méthode DDMRP afin de fiabiliser nos flux et également améliorer le fonctionnement entre la supply chain et la production. Tout ça dans le but d'améliorer notre taux de service client. Ça s'inscrit dans la démarche de digitalisation de l'usine. Et deuxième point, dans le besoin d'améliorer notre performance industrielle et notamment de l'OTD. Le point fort du DDMRP est de positionner des amortisseurs, des buffers, à des endroits stratégiques de la supply chain pour absorber la variabilité de la demande. Des buffers de stock ou de délai qu'on dimensionne en fonction de la demande et qu'on ajuste de façon dynamique en s'appuyant non pas sur des prévisions, mais sur la demande réelle au niveau des buffers. On avait déjà mis en place depuis 2018 des stocks tampons à différents niveaux de la production, des stocks tampons statiques, mais qui nous ont permis en 3 ans d'améliorer notre performance de 58% à 90% d'OTD. On a décidé de tester la solution DDMRP via un logiciel qui s'appelle Replenishment Plus. On a retrouvé un peu le même schéma de protéger la production et de protéger les appros via ce qu'on appelle des buffers, sauf que là c'était beaucoup plus structuré et ces buffers, les niveaux de ces buffers étaient calculés de façon dynamique, revus constamment en fonction des prévisions, des consommations et en fonction aussi de ce qu'on appelle des différents coefficients de variabilité. En mai 2021, le site de Lévignan lance le projet DDMRP. Là, on a commencé à paramétrer le modèle, c'est-à-dire il y a 5 étapes dans le modèle. Première étape, le positionnement des buffers de façon stratégique au sein du système de gestion de production. Deuxième étape, la détermination des profils de buffers. Pour ce faire, il faut identifier les catégories d'articles en fonction de leurs caractéristiques de délai, de variabilité et de taille de lot. Ces caractéristiques impacteront la taille des zones vertes, jaunes et rouges de vos buffers. Troisième étape, l'ajustement dynamique. L'objectif est d'élaborer le modèle dynamique adapté à l'entreprise et à son environnement pour pouvoir s'adapter en fonction de la saisonnalité ou du lancement de nouveaux produits. Quatrième étape, la génération des réapprovisionnements en flux tirés. Chaque jour, l'équation de flux disponible est recalculée pour les articles bufferisés. Le résultat de cette équation est traduit par des codes couleurs. Cela permet de partager avec tout le monde l'ordre de priorité des éléments à produire ou à acheter. Étape 5, le pilotage visuel et collaboratif de l'exécution. Ceci se fait de manière visible et collaborative au travers de remontées d'alerte. Il en existe 5 types qui permettent le suivi de la performance et le pilotage de l'amélioration continue. De la même manière que pour la planification, le suivi de l'exécution est traduit par code couleur qui indique les points à traiter. Pour Hutchinson à Lévignan, le DDMRP a changé les habitudes de travail. On faisait des stocks tampons
plus ou moins approximatif, mais pour avoir toujours de la matière en cas de demande. Mais on pouvait avoir du surstock. On pouvait des fois se retrouver le bec dans l'eau parce qu'on n'en avait pas assez à l'instant T. Donc aujourd'hui, les DMRP, en amont, il définit par rapport au carnet de commande, il va me définir le nombre de planches dans telle référence à couper et avoir vraiment la bonne quantité au bon moment. Concrètement, ce que ça a changé, c'est que je suis plus obligé d'aller moi-même voir les opérateurs, voir le chef d'atelier, ce qu'il a, lui, comme ordre de fabrication à lancer à venir. Aujourd'hui, c'est des DMRP qui me lancent moi, mes découpes de NIDA en amont pour préparer le travail avant que les gens viennent chercher leur nid d'abeille avec leur OF de moulage de fabrication. Ici, le projet DDMRP a été démarré en mai 2021. La mise en production des lancements d'approvisionnement en octobre 2021 et le lancement des OF en décembre. En mars 2022, on constate déjà une amélioration de l'OTD, une réduction du lead time, une optimisation des stocks. Pour conclure, le DDMRP nous a permis de structurer notre flux de production et d'améliorer et de fiabiliser notre OTD. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a bien indiqué ce qu'était pour nous le DDMRP. Alors, on va essayer de passer au slide suivant. Voilà. Je voudrais juste montrer cette planchette. Alors, elle est tirée de données réelles, bien sûr. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Ce que vous voyez, c'est grossièrement, ça va plutôt à la baisse. Donc, c'est plutôt des bons indicateurs. On a réduit, bien sûr, les shortages, les risques de shortage. On a réduit également les écarts entre ce qui était le surstock et puis le just needed. On a réduit en nombre de jours de stock de façon globale, etc., etc. Donc ces indicateurs sont directement extraits de l'outil qui s'appelait R+, Replenishment Plus, maintenant qui s'appelle Intuiflow. Voilà. Donc en tout cas, c'est venu conforter la solution. Et on a pour ambition pour les 5 prochaines années. Alors c'est une petite planchette explicative, j'ai pas trop d'éléments parce que la RFQ va être initiée là. Quoi qu'il en soit, on souhaite déployer 19 usines dans les 5 prochaines années, grosso modo 4 par an. Une petite stratégie différente parce qu'on a plusieurs ERP. Lorsqu'un ERP est déjà connu et interfacé avec l'outil, on va prendre moins de temps normalement. Si ce n'est pas le cas, comme ça a été le cas pour Lévignan, on considère que c'est 6 mois de projet. Donc on va démarrer avec des sites qui sont en Allemagne et en Turquie, Speyer et Izmir, donc dès début 2023. Derrière, eux, ils sont équipés des SAP, on va poursuivre avec 2 autres sites, également en Allemagne. On a un deuxième outil qui s'appelle, en tout cas qui est Infor-XA, qui est l'outil déjà, l'ERP connu à Lévignan. Donc là, on a une stratégie à la fois pour la partie américaine et la partie européenne. Je ne rentre pas forcément dans les détails. Et finalement, on a tout un tas d'autres outils. Vous voyez, on est assez riche en ERP, mais qui eux-mêmes vont au fil de temps migrer sur soit Infor-XA, soit sur une autre solution qui s'appelle SilverProd. Et au fil de l'eau, ces sites-là passeront également avec une solution DDMRP. On a un petit cas particulier sur un outil qui s'appelle SilverProd, c'est un ERP qui va rester dans le groupe, et sur lequel on a vu une solution intégrée DDMRP. Alors, entre parenthèses, on va faire le pilote, on verra ce qu'il en est. Donc la RFQ, on est en plein dedans, elle devrait aboutir, j'espère, la semaine prochaine par les équipes achats. Et l'idée, c'est que très rapidement, dès l'année prochaine, on puisse démarrer et déployer la solution. Je vais laisser la suite à toi, tiens, vas-y. Merci Antonio et Luca. Juste quelques perspectives sur des choses qui sont en cours de travail et de développement avec l'équipe de Lévignan, donc sur le premier site qui a été déployé. Depuis plusieurs mois maintenant, ils ont commencé à travailler pour relier complètement le processus SNOP et le flux tiré des DMRP. Parce que le DDMRP, ce n'est pas simplement de l'opérationnel, c'est aussi de l'amélioration continue. Et si vous avez vu dans la vidéo déjà qu'en mars 2022, il y avait des résultats qui avaient été obtenus, et puis que depuis, c'est ce qu'on a vu, les graphes continuent à décroître, ça veut dire qu'il y a un travail managérial et un travail d'analyse et un travail d'amélioration en permanence du modèle opératoire.
ce qui veut dire analyser des causes de variance et identifier des articles sur lesquels il faut modifier les géométries de buffer, projeter dans le futur notre activité, notre charge, notre capacité, parce que les buffers des DMRP, il faut qu'ils soient compatibles aussi avec la capacité des moyens contraints, etc. Et l'autre sujet sur lequel on est en train de travailler pour l'instant, à titre expérimental, c'est d'intégrer la totalité du modèle Demand Driven avec l'ordonnancement et l'exécution, c'est-à-dire le pilotage avec les principes de la théorie des contraintes, pour ceux qui sont familiers avec ça, des logiques de drum buffer hop. Je pilote par les postes contraints et je positionne des buffers de temps sur les opérations qui sont critiques de manière à les protéger et de manière à avoir à la fois sur des flux à la commande et sur des flux sur stock des priorités qui sont claires, visibles, intuitives dans l'atelier avec du rouge, du jaune et du vert. Donc on est en train de travailler là-dessus, c'est pas encore complètement en route, mais ce qui est bien, c'est que quand on démarre l'aventure Demand Driven, il y a plein de développements possibles après et on continue à progresser au fil du temps. Je pense qu'on est au bout de la présentation et qu'on va peut-être prendre des questions. Ça marche, c'est magique. Oui, merci beaucoup déjà pour cette présentation. Je pense qu'on peut vous applaudir. Moi, je veux juste avant qu'on passe aux questions de la salle, mais je veux juste bien comprendre. À Lévignan, là, c'était un projet pilote, et ensuite vous allez relancer un appel d'offres sur la solution, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, lorsqu'on fait un projet pilote, un proof of concept, on est extrêmement libre chez Hutchinson de choisir une solution, la tester, aller au bout. Dès qu'on veut l'industrialiser, là, ça passe par tout un processus de RFQ. Et effectivement, Bernard, avec qui on a très très bien travaillé ensemble, eh bien, il faut qu'ils se battent pour qu'ils puissent nous accompagner pour les 5 prochaines années. Et ma foi, voilà, c'est le but du jeu. Ouais. C'est bien ça, je confirme. D'accord, c'est bien ça. Est-ce qu'on a des questions? Oui, on a des questions là. 2 à ma droite. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Ah, on vous entend. Si, ça doit marcher. Ça marche? Vous m'entendez? Oui, mais il faut parler plus fort. Ah, pardon. Didier Bruno, équipementier automobile, Motherson. 2 questions en fait. Je serais assez intéressé en termes de budget. Quelle est un peu l'enveloppe financière que vous attribuez par site, sachant qu'on parle d'accompagnement de conseil, on parle de formation, avec un coût de formation. Je ne sais pas si la formation reste un peu générale ou s'il y a même si vous passez par les certifications Demand Driven sur chaque équipe. Donc je serais assez intéressé de savoir, parce que du coup vous avez réussi à faire valider un budget, s'il y a moyen d'avoir une estimation par site sur le POC et après sur l'ensemble des sites que vous déployez. Deuxième question, là on parle de 30% du business. Est-ce qu'il y a le projet derrière, l'objectif de déployer sur la partie automobile? Je commence par cette seconde question. Donc, le choix de la méthodologie de DMRP, on va la mettre en place aussi sur la partie auto, mais seulement pour les appros, pour commencer. Nous, avant, on avait déjà commencé une digitalisation d'un Kanban classique, qui est dans le contexte auto, avec les grands volumes. De toute façon, ça date très bien. Mais on sera prêt à challenger les 2 solutions dans un deuxième moment et voir si sera le cas de monter la mise en place dans la méthodologie de DMRP aussi dans les procès productifs de production dans notre activité automobile. Donc la réponse est oui, mais seulement pour la partie appro. Et la question du budget? Le budget, je le lance. Moi, je veux dire, nous, on a séparé, on va faire un appel d'offres pour l'outil, un appel d'offres pour la partie training, un appel d'offres pour la partie accompagnement. Et on a déjà démarré à faire de training, mais après, sur chaque site où la solution va être déployée, c'est clair qu'on va les accompagner en avance avec une formation, du training, de workshop
pour tous les users qui vont être concernés par la nouvelle façon de travailler. Je me souviens toujours que le DDMRP, c'est surtout un projet de change management. C'est clair qu'on va bouleverser la façon de travailler, de gérer les besoins, mais c'est au niveau des gens, de qui doit faire le travail, c'est surtout un projet de change management et la partie training et formation, c'est une partie centrale. Alors, pour les budgets, vous m'enverrez vos coordonnées. On est en plein RFQ. Malheureusement, c'est un sujet qu'on a abordé. On ne va pas pouvoir vous le donner là, maintenant. Mais vous me donnez vos coordonnées, j'échangerai avec vous en off. Merci. Désolé. C'est pas cher et ça peut rapporter gros. Vous aviez un montant en tête, quand même? C'est pas cher. Franchement, c'est pas cher. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation très intéressante. Donc, Juliette Rividic, je suis responsable globale du conseil en supply chain chez SAP. Donc, ma question concernait les différents systèmes que vous avez montrés. En fait, qu'est-ce qui vous a poussé à considérer autant de systèmes différents plutôt que d'implémenter un seul système pour tous vos sites? Alors là, visiblement, je n'ai pas été assez clair. On a plusieurs ERP. On a du SAP, bien sûr, mais on en a plein d'autres. Et les trois majeurs, sur les 19 sites, enfin les 32 usines ADI, je parle au nom d'ADI, il y a aujourd'hui 10 ERP différents. Et les trois majors sont SAP, c'est Infor-XA et puis Silverprod. La solution DDMRP, en ce qui concerne ADI, elle sera pluguée, il n'y aura qu'une seule solution DDMRP pluguée avec tous les ERP. Et ce qu'on espère, c'est que les autres qui ne sont pas sur ces trois-là, au fil de l'eau, quand ils vont migrer, on a plusieurs go-live de prévus également sur les 5 prochaines années. À ce moment-là, juste après, on viendra avec la solution DDMRP interfacée avec ces trois-là. Merci. Mais donc la diversité des ERP, ça vient surtout des 10 rachats successifs de... C'est ça? Oui, Hutchinson s'est beaucoup créé par acquisition. Et du coup, forcément, lorsqu'on intégrait une nouvelle équipe, les Allemands de Speyer et Izmir, et nos collègues turcs, c'est PFW qui appartient à Airbus, a été intégré chez Hutchinson juste avant le Covid. Et vous voyez, en plus, c'est avec eux qu'on va démarrer et ils sont sur SAP. Mais effectivement, c'est l'explication. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Caroline Mondon, association francophone de Supply Chain Management. Je suis une passionnée du processus Sales and Operation Plan et j'aurais aimé que vous nous en disiez un peu plus sur la transformation éventuelle qui a commencé de ce processus, si toutefois vous en aviez un traditionnel sur le site pilote. Merci. Je peux anticiper que le projet SNOP, il est démarré bien avant de la mise en place de modèles de DMRP. Donc aujourd'hui, on est en train encore du déploiement d'un projet SNOP traditionnel, mais la nouveauté pour Hutchinson, ça va être un seul outil, un seul procès pour tout le groupe. Et c'est clair qu'on va travailler avec une très forte intégration des données SNOP qui vont affecter la mise en place, le dimensionnement des buffers et de la mise à jour de tous les paramètres. Encore une fois, le DDMRP, je le considère un début parce que l'évolution et les perspectives et les potentialités sont énormes. Donc je suis prêt, niveau groupe, à commencer à challenger le procès SNOP traditionnel avec les nouvelles méthodes SNOP adaptives dérivées par la nouvelle méthodologie de DMRP. Et après, le gagnant va serrer. Nous, on est très serré sur les standards, mais on est toujours prêt à les mettre en question. Si seulement quelqu'un en avant m'avait dit, dans un contexte comme les Vignan, avec un produit de ce type, où que pouvait mettre en place un système de pull flow, je n'avais jamais allé le croire. Donc aujourd'hui, il faut être toujours capable de questionner et de mettre notre point ferme parce qu'il y a toujours des nouveautés. Je vais juste rajouter quelque chose. Lévignan fait un SNOP sous Excel à aujourd'hui, mais il est bien capitalisé et rentré dans le DMRP à aujourd'hui aussi. Donc ça permet d'avoir cette visibilité long terme.
Je rappelle juste 3 chiffres qui viennent d'une étude qui a été faite il y a un petit peu plus de 2 ans, je crois, où il y a une 60aine d'entreprises, plutôt aéronautiques d'ailleurs, sur lesquelles les projets des DMRP ont été déployés, alors que ce soit des pilotes ou plus. Et le constat par rapport aux moyennes observées, c'est on divise les lead time par 2, on réduit les stocks de 25% et on améliore le taux de service de 17%. Donc quand on voit ça, et en plus on a du SNOP, c'est parfait. Une autre question. Moi j'ai une question à Bernard. Pardon Bernard, mais juste sur ces projets, là on voit que les projets des DMRP se multiplient, enfin on en a multiplié, en tout cas il y en a de multiples. Est-ce qu'on voit, il y a les différentes étapes, etc. Est-ce que ça devient quelque chose de relativement standard où il y a toujours des spécificités? Là par exemple, quelles ont été les spécificités de la mise en œuvre sur ce pilote chez Hutchinson? Est-ce qu'il y avait des choses qu'il a fallu adapter par rapport à un projet, je ne sais pas si ça existe, classique des DMRP? En fait, un projet classique des DMRP ou Demand Driven, parce que je voudrais élargir un petit peu le scope, la première étape, ça va être de concevoir un modèle qui est adapté à l'entreprise qui est concernée. Et c'est clair que si on est sur Hutchinson-Lévignan, où on fait des pièces composites en petite série, avec beaucoup de diversité, avec beaucoup de variabilité, avec des contraintes de péremption, parce que les films composites, on ne peut pas faire ce qu'on veut, ça va dans des frigos, etc. Ça ne va pas être la même chose que de déployer chez Mettler Toledo, qui avait témoigné l'année dernière, ou de déployer dans des parfums ou dans de la cosmétique, etc. Chaque entreprise, on va forcément adapter un modèle. Et les derniers slides que j'ai montrés avec des gammes opératoires qui utilisent plein de centres de charge différents et des centres de charge d'usinage ou de nappage ou des étuves, etc., qui sont partagés entre plusieurs flux, c'est pertinent pour Lévignan, ça ne va pas être pertinent pour d'autres entreprises. Donc il faut systématiquement adapter et s'assurer que l'entreprise va avoir la capacité en interne de développer et d'améliorer le modèle au fil du temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et en termes de nombre de buffers, c'est vrai que quand on regarde les guides théoriques sur le DDMRP, quelquefois on est impressionné par... on parle de milliers de buffers, etc. Il peut y avoir des cas... Là, on en est là sur ce cas précis, il y a combien de buffers? Il y a 1000 et quelques, je crois. 1200 sur Lévignan, mais sur des buffers de stock. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, justement, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est-ce que c'est inquiétant? Par exemple, on met des buffers de temps dans un modèle opératoire complet, on met des buffers de temps, c'est-à-dire des files d'attente organisées. Okay, des files d'attente, vous allez dans n'importe quelle usine, dans n'importe quel atelier, vous en avez. Simplement, elles ne sont pas organisées. Okay, c'est la même chose pour les stocks. Des stocks, dans toutes les entreprises, vous en avez. Simplement, est-ce qu'ils sont pilotés? Ou est-ce qu'ils sont pilotés a posteriori, comme l'expliquait Luca tout à l'heure? Si c'est a posteriori, ben vous ratez une opportunité de faire les choses de manière proactive et d'éviter les problèmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Ah ouais. Mais donc c'est quand même cet ordre de grandeur-là, quand on parle de buffer, c'est toujours un... Mettler Toledo qui est présenté l'année dernière, ouais. Ils en sont à 200 000 articles avec buffer sur leurs 18 usines et 3 centres de distribution. Ben, ça correspond à leur réalité. Ok. Ça ne veut pas dire qu'ils ont augmenté les stocks, au contraire, ils l'ont diminué. Ah ben, oui, ça veut dire qu'il y a 200 000 points de contrôle, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce projet ou sur le demand driven
l'approche demande-driven en général, si vous avez... Si vous avez d'autres projets en la questions, il matière. ne faut pas hésiter à passer sur le stand F21. Ah. Il y a même des cannelés, je crois, mais bon, il ne faut pas trop le répéter. Ok, bon, bah en tout cas, merci beaucoup. Merci encore à vous trois.